Ah, ce serait énorme que tu règles pas. Mec, je l'ai fait ça. Hein. Ah, c'est vrai? Ouais. Superbe. Mais il faut toutes les faire, les heures. Ouais. Très bon, ouais. Bon, on est encore un peu bullé, mais c'est cool, c'est pour le côté décalé du podcast. Ouais. Tu te présentes rapidement? Je m'appelle donc Clément Prévost, je cumule plein d'activités, j'ai fait une formation de comédien, j'ai adoré ça, j'avais commencé des études de lettres que j'ai arrêtées pour commencer une école de théâtre. Et indépendamment de ça, j'ai beaucoup développé en autodidacte l'étude de la réalisation et de l'écriture. Et du coup, maintenant, après avoir eu pendant 8 ans un boulot alimentaire comme tout artiste qui se respecte, je viens d'être embauché par une boîte de podcast pour laquelle j'écris des fictions historiques. Ah, mais trop bien ça. Tous les mois. Et donc ça, c'est ma source de revenus, quoi. Et le reste, j'ai plein de projets. C'est ça que tu me disais quand tu me disais j'ai changé de taf. Ciné, ouais, carrément. Pardon, je t'ai coupé. Donc, tu as plein d'autres projets théâtre, ciné. Théâtre, ciné, des trucs qu'on écrit. Il y a un projet de podcast aussi dont je te parlerai qui voit le jour, là. Qui voit le jour maintenant. Là, il est en train de voir le jour, là. Ouais, bien sûr. Mais celui que je fais depuis 2 ans et demi en Indé avec des potes, ouais. Qu'on a développé sans argent, sans rien, pendant 2 ans et demi, à juste la force de notre sueur et tout. C'est ça que j'adore, putain. Et avec beaucoup de plaisir, hein, mais avec beaucoup de difficultés aussi. Ça y est, il sera diffusé à partir de mi-janvier sur Binge Audio. Et c'était ouf de réussir à faire ça, quoi. C'est incroyable. Mais du coup, je te reparlerai plus. Ouais, on en reparlera, mais méga promo. La France entière va t'entendre. Bien sûr. Mais par contre, donc Binge Audio, c'est une boîte de prod. Ils produisent aussi, mais c'est une boîte de. C'est une boîte de podcast, c'est une boîte qui crée du podcast. Il y a des auteurs qui viennent les voir, et donc quand tu signes chez eux, quand tu vends ton programme, ils te l'achètent. Ouais, mais jusqu'à présent, ils ne faisaient pas ça. Je crois que, si j'ai bien compris, parce que je ne connais pas la boîte de fond en comble, si j'ai bien compris, ils développaient des podcasts en interne, et ils ont eu beaucoup de succès avec 2 podcasts en particulier qui sont Les coups sur la table. Ouais. Je sais pas si tu connais, et Le cœur sur la table de Victoire Tuaillon. Pas du tout, je veux pas faire le mec. Si, je connais. Ouais, non, c'est trop bien. C'est un podcast qui remettait en question, qui remet en question les codes de la masculinité tels qu'on nous les a appris et tels que culturellement ils sont perpétués et qui sont pas forcément sains ni pour les femmes ni pour les mecs d'ailleurs. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Je vérifie que je suis bien en train de rec le son. Ah, ce serait énorme que tu règles pas. Mec, je l'ai fait ça. Hein. Ah, c'est vrai? Ouais. Superbe. Mais il faut toutes les faire, les heures. Ouais. Ça, je l'ai fait. Il faut toutes les faire toujours. Ouais. Je la raconte à Riyad, je la raconte à chaque fois que j'enregistre maintenant, mais je l'ai faite vraiment à la fin du podcast. On se lève, trop bien, merci mec. Je vais appuyer sur le bouton pour éteindre le rec. Et là, je vois qu'après 1h30 d'enregistrement. Avec Riyad? Non, pas avec Riyad. Ah, okay, ouais. Avec un autre gars. Okay. Je l'ai raconté à Riyad aussi l'autre jour. Mais ce qui est marrant, c'est que dans ces moments-là, t'as rien dit du coup? Ouais, non. Bien sûr, t'as rien dit. Tu sais, t'as pas envie que le mec ait envie de te frapper, quoi. Ouais, bien sûr. Si tu m'as fait perdre. Donc, tu lui as jamais dit, tu lui dis là maintenant, au gars? Non, après, je lui ai dit au montage. Je lui ai dit, mec, putain, ça a déconné le son, on n'entend rien. Ouais, non, il m'a pris pour un clown. Mais bon, il y a pas de tort. Comment il s'appelle? Il s'appelait Benivi. C'était un photographe en Normandie. Genre il s'appelait, c'était un photographe, il est mort maintenant le gars ou... Non, mais il s'est barré de Caen. C'est un mec de Caen et je voulais aller voir un peu les artistes de Caen. Okay, ouais. Et du coup, il a dit pas de problème, t'inquiète. Mais trop sympa le mec. Mais moi, je suis passé pour un amateur, quoi. Ouais, bien sûr. Allez, tu vas dégager ça. Sinon, on va jamais enregistrer partout. Ok, ça marche. Ok, donc plein de projets. Alors, trop intéressant, parce que moi, ce qui m'intéressait aussi de savoir un peu, c'est... Je me lave et après, je suis... Ouais, on s'en fout. Donc toi, tu as grandi en banlieue parisienne. Donc tu commences à être comédien dès tes études? Enfin, à te dire... je me souviens plus ce que tu as fait comme études. J'ai commencé des études de lettres après le bac. Et j'ai arrêté quand j'étais en deuxième. Ouais, t'étais déjà un peu artiste, quoi. Ouais, mais pas du tout, justement, pas du tout assumé et pas du tout même conscient. Ouais. J'ai commencé des études, somme toute hyper intellectuelles, en fait. Tu vois. Mais tu faisais déjà des courts-métrages, non? Je faisais déjà des courts-métrages au lycée. Ouais. Alors, ce qui est chouette, c'est qu'on peut en parler, mais heureusement, on ne peut pas les voir, hein, parce que c'est vraiment catastrophique. J'ai viré tout ce que je faisais en amateur, et j'ai laissé sur Internet des courts-métrages que j'ai fait quand j'ai commencé à essayer de me professionnaliser. Il y en a qui sont encore dispo, qui sont maladroits, mais que je laisse parce que ils ont vraiment fait partie du processus de professionnalisation. Tandis que ceux que je faisais au lycée, je ne savais pas ce que je faisais, je ne savais pas pourquoi je le faisais. Sincèrement, je ne savais pas quelle était la motivation, à part que ça m'amusait, quoi. Et pour être honnête, quand j'ai commencé les études de théâtre, qu'on a commencé à faire des courts-métrages avec des potes, en essayant vraiment de s'y mettre sérieusement, de comprendre comment on faisait et tout, je me suis rendu compte, et donc c'est quand même là que tu te dis waouh, on part avec beaucoup de retard. Je me suis rendu compte, je pense, à l'âge de à peine 20 ans, je dirais 19 ans plutôt. À 19 ans, je me suis rendu compte qu'en fait, au ciné,
quand quelqu'un était filmé et que c'était joli, en fait, la lumière était maîtrisée. Et je me suis rendu compte que moi, quand j'étais au lycée avec ma cam DV dégueulasse et que je filmais dans la rue des plans affreux, et je comprenais pas pourquoi c'était pas beau. Bah déjà parce qu'effectivement, j'avais pas de matériel, mais aussi parce qu'en fait, rien n'était maîtrisé dans l'image. Quoi. Ouais, la c'était lumière. affreux. Ouais. Et je me suis dit, ah mais oui, et là tu te sens vraiment débile. Quoi. Mais comme quoi, on peut progresser même quand on part de... Même quand on part de rien, ouais. Bah, de toute façon, c'est le principe. Tout en bas d'un point de vue artistique. Ouais. Pas rien, d'accord, pas rien. Non, mais... Il y avait une passion pour l'image, pour la vidéo. Moi, je dirais qu'il y avait surtout une passion pour l'émotion véhiculée. Ah putain, c'est marrant que tu dis ça. Et quel que soit le véhicule, entre guillemets, parce que j'arrive pas à trouver l'expression, mais c'était plutôt qu'est-ce qui transmet une émotion. Bon, c'est quoi l'élément déclencheur? Quand tu passes de passion, donc là, t'es passionné par la vidéo, tu filmes avec ton caméscope de merde. Ouais. En fait, moi, ce qui m'intéresse dans le fait de te rencontrer et de rencontrer les artistes et tous les créatifs en général, c'est de se dire comment, à un âge où on est con, quand même, t'as eu le déclic en te disant je m'en fous, je vais pas essayer d'aller chercher de la thune, je vais essayer d'aller chercher la passion, quel que soit le prix que ça coûte, vas-y, go, j'y vais, quoi. Ouais. Bah, effectivement, il y a toujours une étape un peu déclencheuse, mais c'est souvent aussi forcément l'aboutissement d'un processus, dans le sens où moi, quand j'ai commencé des études de lettres, je savais très bien qu'a priori, j'allais pas dans un endroit où j'allais gagner plein d'argent, que 90% des gens qui font des études de lettres finissent par devenir prof. Moi, en deuxième année, je me suis rendu compte en retard que j'avais pas envie d'être prof. Et que autant j'avais adoré mes études de lettres en première année, autant et j'avais bien réussi, pour la première fois j'avais des bons résultats. Quand je suis arrivé en deuxième année de lettres, le programme a changé du tout au tout, et on est passé de matières hyper littéraires et créatives, l'étude de romans et tout, à du latin, de l'ancien français, de la grammaire de l'ancien français, du grec. L'enfer. Et en fait toutes les matières créatives que j'aimais passaient qu'au F2, et le latin et tous ses fils d'up passaient qu'au F12. Et j'ai tenu 2 mois, quoi. Et j'ai arrêté. Ah ouais. Et en même temps, j'ai fait une dépression et tout. Quand tu arrives en école de théâtre et que tu connais pas, comme moi, parce qu'il y a des gens qui font du théâtre depuis l'âge de 10 ans, moi j'ai commencé hyper tard. Quand tu arrives en école de théâtre, tu te dis putain, je suis un mec bizarre, j'ai arrêté mes études, je suis malheureux, j'ai fait une dépression, j'ai 19 ans, je sais pas où je vais dans la vie. Ouais. Et en fait, tu te rends compte que tout le monde a le même parcours. Ouais. Donc c'est assez rassurant. Et donc, pour beaucoup d'artistes, et c'est le cas pour moi, pour répondre à ta question. L'élément déclencheur qui te dit j'en ai rien à foutre de l'argent, il n'y a pas eu ça, mais il y a eu l'acceptation, et c'est pas pareil pour tout le monde, mais moi en fait j'avais envie de faire ça depuis toujours, et c'est à l'âge de 19 ans que je me le suis avoué, mais vraiment je parle consciemment, à un moment donné je me suis dit mais en fait quand j'ai arrêté les études j'ai beaucoup réfléchi, mes parents étaient plutôt sympas avec moi, on a beaucoup réfléchi ensemble à qu'est-ce que j'avais envie de faire, voilà. Et en fait, il y a un moment donné où je me suis rendu compte que c'est le seul truc que j'avais envie de faire, c'était ça. Ouais. Le seul. Donc après, il n'y avait pas le choix. Quoi. Ouais. Pas du tout de réflexion en mode putain, c'est trop dur, trop loin. Non, et surtout. Il y a trop de gens talentueux. Non, du tout. Ouais. Mais parce que tu m'avais montré dans les questions que tu avais préparées comment on fait pour gérer le fait que parfois il y a des amis ou des gens qu'on connaît ou qu'on connaît pas qui chopent des rôles ou qui chopent des trucs qui sont cool que nous on chope pas, ou comment c'est d'être dans ce milieu qui est ultra concurrentiel. Ouais. Est-ce que c'est dur à vivre et tout? Et perso, pour moi, vraiment pas du tout. En tout cas, pas beaucoup. Mais je dirais vraiment pas du tout parce qu'en fait, je me rappelle plus de quel acteur ou quelle actrice j'avais entendu dire ça. C'était une actrice, je crois, une actrice française que j'aime bien. Et qui disait, en fait, on fait pas sa carrière contre quelqu'un, quoi. En fait, t'essayes de créer des trucs. Si tu te réalises là-dedans, c'est cool. Il y a plein de comédiens après qui ont grave l'esprit de compétition et tout. Moi, j'ai l'esprit de compétition dès qu'on joue au foot ou au tennis, je me vénère. Mais pour ce qui est de créer des trucs, je l'ai pas trop, quoi. Mais oui, mais en fait, j'ai la dalle de faire des trucs bien, mais pour moi, pas contre les autres, quoi. Mais je pense que c'est marrant, tu vois. Je viens de comprendre un truc, je pense. Moi, qui viens de l'univers très business et qui vit très mal la concurrence. Okay. En fait, moi je me souviens, j'étais commercial, les autres commerciaux de la boîte, c'est à celui qui fera les meilleurs chiffres, le machin, l'enfer. C'était, enfin, je supporte pas cet environnement, quoi. Ouais. Et en fait, en effet, dans des métiers comme le tien, t'es pas en concurrence contre les autres, t'es en concurrence contre toi-même, j'imagine. Et puis c'est un métier où j'ai l'impression que c'est assez bienveillant, c'est-à-dire que si l'autre a eu le rôle, c'est juste qu'il était mieux que toi pour ce rôle. Et que du coup, t'as pas à lui en vouloir, en fait, il t'a pas volé ta place. Non, mais en fait, je pense que c'est plus compliqué que ça, parce que vraiment, et c'est pour ça que d'ailleurs, je suis... là, moi, tout ce que je dis, c'est des choses que je pense moi, et c'est sur la base de mes perceptions. Je fais pas du tout de loi générale sur la manière dont on vit
la poursuite de ces activités artistiques. Mais c'est vécu différemment par plein de gens. Tu as des comédiens, tu as des artistes d'ailleurs, tous les artistes, tu as des artistes qui sont hyper compétitifs, tu as des artistes qui sont jaloux, tu as des artistes qui vivent très mal le truc, tu as des artistes qui ont plus de chance que d'autres parce que tu as des artistes qui n'ont pas les moyens de se payer une école de théâtre, qui coûtent n'importe quelle école de théâtre à Paris, pour la plupart, c'est des écoles payantes qui sont très chères, que tu trouves en général pas moins de 300 balles par mois, pour pouvoir se les payer. Moi, j'avais un boulot alimentaire, mais j'ai la chance quand même que mes parents m'aidaient financièrement en plus de mon boulot alimentaire pour pouvoir payer l'école. Voilà, les artistes, j'étais avec des gens au Cours Simon qui étaient trop cool, et dont certains qui ont grave réussi à persévérer et tout, mais qui faisaient leurs études au Cours Simon, plus un taf à plein temps. Ouais. Donc c'est une autre phase. Enfin voilà. Ouais, c'est ça, moi que je trouve. Il y a plein de profils hyper différents, et donc moi, ma perception, c'est celle de quelqu'un qui est. Enfin, moi, j'ai essayé de travailler énormément, j'ai été hyper sérieux, j'ai sacrifié du temps, des trucs et tout, mais j'avais, parmi les chances inouïes que j'ai eu la chance d'avoir l'aide de mes parents pour payer l'école et tout, et c'était incroyable puisque ça m'a énormément servi. Ouais. T'en es où aujourd'hui, du coup, tu m'as un peu dit. Bah ouais, écoute, aujourd'hui, en vrai, c'est intéressant de faire ces petits bilans. Moi, tu vois que t'as fait un peu de chemin quand même. Ouais, mais en fait, j'adore parler des comédiens, enfin, j'adore parler ou entendre parler des artistes qui sont pas connus et qui sont encore jeunes, et des artistes qui essayent, parce que contrairement à ce qu'on voit, en fait, 98% des artistes ne sont pas ceux qu'on voit, mais sont ceux qui gagnent pas beaucoup d'argent, mais qui en vivent quand même. C'est juste qu'ils en vivent d'une manière, et personne ne sait qu'ils existent, ces artistes-là. Et pourtant, ils ont une vie de ouf, ils ont des projets de ouf, ils ont des envies de ouf, et tout ça. Et c'est déjà très dur d'en arriver là. Hein. En fait, rien que ça, c'est hyper dur d'en arriver là, clairement. Qui essaye de pénétrer un peu dans cet environnement. Et, tu vois, moi, mon rêve, ça serait de pouvoir vivre de la créa, quoi. La musique, ou tu vois, ou du podcast, en fait, ce que tu fais là. Et ça me paraît tellement inaccessible, même sans être le mec au top, tu vois, sans être pour toi un Jonathan Cohen ou j'en sais rien. Enfin, c'est peut-être pas une cible, hein, mais si, le gars, c'est trop fort. Voilà, le gars, après, en ce moment, il est à son prime, voilà, il est au top. Mais t'as vu la série sur Orelsan? Ouais, bien sûr. Surtout, ça, il faut le montrer à tous les artistes, et il faut le montrer à tous les jeunes artistes, et à tous les artistes qui, en fait. Mais il faut le montrer. Cette série, elle est folle parce qu'elle montre justement qu'il n'y a pas un déclic. Et qu'il n'y a que du boulot, en fait. Il y a du boulot, des rencontres, ce que tu cherches à cultiver en amitié, en relations professionnelles, en réseau. Et du temps. Du temps que tu consacres, des échecs, des portes que tu te prends. Elle est trop bien, le passage où au début de sa carrière, il participe à une sorte de rap contender. Un battle, il y a Booba qui est dans le jury et tout, et avec Gringe, ils se disent, ah, Aurel, il a ce truc à la Eminem, et en fait, il foire son truc. Et pourtant, ça n'a pas été... il est revenu 1 an plus tard, 5 ans plus tard, avec d'autres projets, d'autres gens, d'autres trucs. C'est juste ce documentaire, il m'a marqué, moi, comme c'est à côté de chez moi. Enfin, tu vois, ce village, je vois très bien où c'est. Mais ce qui est ouf, c'est que tu m'avais envoyé un peu dans les questions de préparation, c'est quoi le rêve, l'objectif ultime et tout. J'y venais là. En fait... T'es déjà dedans? Ouais. Exactement. Ça n'empêche pas que c'est très dur à vivre, parce qu'il y a plein de particularités de la poursuite de ce rêve qui sont hyper durs à vivre. Mais en fait, ça y est, t'es sur le chemin. Et plus tu fais ça, plus tu commences à comprendre quel artiste t'as envie d'être, avec quel genre d'artiste t'as envie de travailler, plus tes idées, elles s'affûtent, et plus tu sais un peu où tu vas. Et là, c'est fou, parce que tu me demandais juste où j'en étais pour en revenir à ça. Et là, c'est trop bien, parce que en vrai, ça fait 8 ans que j'ai switché de la fac de lettres à l'école de théâtre. Ça fait 5 ans que je suis sorti de l'école de théâtre. J'étais sorti en été 2018. Et 8 ans après ma réorientation d'études, là, il y a 1 mois, je viens d'être embauché en tant qu'auteur par une boîte de podcast. Et donc, en fait, c'est là que tu te rends compte que c'est le temps long. Et ça rassure énormément. Moi, ça m'a énormément rassuré, en tout cas, quand je m'en suis rendu compte. C'était en 2020, pendant le Covid. Je ne sais plus à quelle occasion c'est venu, mais ça a été d'une grande aide. Quand j'ai accepté qu'en fait, ma démarche artistique, elle s'inscrivait dans un temps long, et qu'il ne fallait pas réussir aujourd'hui, percer demain, gagner plein d'argent après-demain et tout. Et qu'en fait, déjà, kiffer les projets qu'on fait, kiffer les gens à qui on fait ces projets. Il y a des gens qui croient à ça et d'autres qui n'y croient pas, mais partager des énergies de créativité bienveillante. De créativité bienveillante avec des gens et tout, mais ça, c'est le rêve. Et est-ce qu'un projet fonctionne ou pas? C'est l'étape d'après, et
c'est pas secondaire parce qu'on fait pas des trucs pour les rater. Ouais. Mais en vrai, si tu te démerdes bien, comme toujours, t'apprends de ouf. Et c'est très très rare les échecs rédhibitoires en vrai. Enfin, c'est même quasiment. Pour peu que tu aies envie d'essayer de continuer, même en faisant un détour, même en étant ralenti, même en ayant moins de motifs, même en truc, tu continues d'avancer toujours. Enfin, voilà. Ouais. Et ça n'empêche pas, moi je veux bien revenir dessus parce que tu voulais parler des échecs et tout. Je veux surtout pas minimiser le fait qu'il y a des moments où c'est incroyablement difficile. Oui, mais je voulais en fait, rebondir quand tu là-dessus. comprends que ça fait partie du processus, mais pour tu tout peux le monde, pas en y fait. échapper en fait. Ça, c'est vrai que c'est quel que soit le métier. Ouais. C'est-à-dire que moi, quand je monte une boîte et que les gens me disent putain, ça marche pour toi, tu fais ça, machin, je vois là sur les réseaux. Ça... Bah non, frère, en fait, c'est dur, hein, comme tout le monde. En fait, il y a la façade et puis il y a ce qu'il y a derrière. Et il y a des moments difficiles et des échecs. Mais ça, mais tu vois, c'est marrant parce que moi, je fais partie des gens, je pense, et comme beaucoup d'autres gens, qui ont besoin de l'entendre de la part de gens comme toi. Le côté, je pense comprendre ce que tu veux me dire, c'est-à-dire ça fait longtemps que je suis dessus, maintenant que j'en vis, je me rends compte que j'ai déjà gagné en fait. Et ça commence un tout petit peu. Mais c'est pas pour ça que c'est pas dur. Ah non, oui, ça commence seulement. Voilà. Et en fait, c'est ça. Moi, je suis un peu un gosse dans ma tête, je pense. Je fais partie des gens très impatients. Donc, tu vois, tu te dis, tout le monde. Dès demain, tu as envie que, bam, je vais être dans un studio, je vais produire les plus grands artistes. Mais tu parlais tout à l'heure de la crise de la trentaine. En vrai, pour notre génération, il va falloir qu'on dise la crise tout court. Parce qu'en fait, elle va durer toute la vie. Elle a commencé quand on est né, elle continuera. Enfin, c'est ce que je dis tout le temps. Malheureusement, voilà. Et donc, quand tu parles de l'impatience, en fait, on est tous comme ça et on a tous besoin d'entendre que ça prend du temps. Que ça marche pas comme ça et que les contenus qui sont créés, qui nous plaisent, qui durent 2 minutes et qui nous filent de la dopamine et de l'inspiration de ouf et tout, c'est trop stylé, mais ça c'est un média, c'est de l'art, c'est pas la vie quoi. Enfin, dans la vraie vie, cette vidéo de ouf de 2 minutes que t'as adoré, un court-métrage, un truc et tout, qui dure 3 minutes, un bref, qui en 2 minutes résolvait nos vies pour quelques heures ou quelques jours, c'est des années de travail et voilà quoi. C'est et un peu effectivement on voit que le produit fini, mais en réalité le nombre d'échecs, le nombre de non mais carrément, mais tu vois, on a besoin de l'entendre en permanence. Et puis on prenait l'exemple de Bref parce que je pense que c'est un des trucs qui a énormément marqué notre génération et notre génération de créateurs, consciemment et inconsciemment, mais on a je veux dire, ça a considérablement marqué tout le monde. Par exemple, pour un truc comme Bref, comme pour des films, comme pour des bouquins, comme pour tous les contenus où il y a finalement 1 ou 2 ou 3 personnes qui prennent la lumière, en fait, c'est la somme, l'accumulation du travail de dizaines et de dizaines et de dizaines de personnes. Et rien que ça te permet de relativiser aussi. Je suis hyper impatient, j'ai envie de... Mais attends... personne ne réussit tout seul en fait, donc le temps que tu fasses tes rencontres, que tu captes les talents, comment tu vas les organiser, que toi tu remettes en question les trucs sur lesquels tu as des difficultés, on n'est pas arrivé quoi. Mais il faut kiffer. Moi je crois beaucoup au truc là, tu vois, quand j'enregistre un podcast, c'est quand même un moment de kiff. Ouais, bien sûr. Et il y a quand même ce côté là tu vois, j'écoutais Alexandre Astier là l'autre jour chez Kian Kojandi dans Hot Ones. Un bon moment. Ah non, Hot Ones, bien sûr. Non, pas un bon moment. Et dans Hot Ones, le mec disait t'as le droit de pas te plaire au boulot 4 jours, mais si ça dure 4 ans. Ouais, de ouf. J'ai vu l'extrait aussi. Voilà. Et c'est vrai que putain, tu l'entends à tous les coins de rue cette phrase. Et pour la mettre en pratique, c'est très. Enfin, voilà. C'est du temps, mais comme tu dis, c'est du temps, c'est long. Il faut cheminer. C'est donc du temps et de l'acceptation, quoi. Ouais. Voilà. Hyper intéressant. En tout cas, t'as déjà pas mal de recul sur les choses. C'est ça que je t'en parle. Mais c'est intéressant. Moi, c'est des sujets que j'ai envie d'aborder, mais j'ai pas envie de l'aborder en mode oui, mais moi c'est différent. Parce que tu vois, là, j'avais envie de te dire oui, mais il a pas de gosse lui. Mais on s'en branle en fait. Tu vois, j'ai pas envie de me mettre des barrières, mais c'est vrai que quand t'as goûté à des métiers où tu peux te faire 80, 100, 120 000 euros par an. Je me rends même pas compte. C'est vraiment ce que tu me donnes des chiffres, je sais pas. Ouais, non mais tu vois. Moi je suis à 0% d'impôt parce que je gagne pas. Je gagne moins de 13 000 euros par an, donc du coup c'est. Oui, mais putain, mais quelle richesse, tant mieux. En fait, une fois que tu as goûté à l'argent, pour te mettre, tu vois, là, je parlais à une pote hier, bon, pareil, je digresse un peu, mais c'est pas grave, c'est intéressant quand même, je pense, pour les gens. Elle me disait comment ça va et tout. Je disais ça va, j'ai toujours ma boîte de conseils dans les IA là. Ouais, grave. Okay. Elle me dit mais je suis comme d'hab, je me plains, je dis je sais pas ce que je fous là, tu vois.
Elle dit, mais gars, en fait, et je dis, par contre, je fais mon podcast, là, demain, j'enregistre avec 2 comédiens, je kiffe et tout, ça, c'est cool. Et elle dit, mais pourquoi tu te plains, en fait? Autorise-toi un projet qui n'est pas pour l'argent, tu vois. Elle dit, autorise-toi un projet où c'est que du kiff. Arrête de te foutre la pression. Exactement, c'est un putain mais c'est super dur parce qu'on nous apprend l'exact contraire. Ouais, mais On nous apprend l'utilité / efficacité financière immédiate, donc encore une fois, aucune patience, avec le jugement de l'échec si on n'y arrive pas tout de suite, la défaite et la fin de l'histoire, comme s'il y avait un générique. Tandis que, et là pour te donner une idée, enfin pour te donner un exemple, moi, on parlait tout à l'heure des courts-métrages du lycée qui sont affreux et des courts-métrages que j'ai commencé à faire en me disant ok, ça maintenant, je suis en études de théâtre, j'ai commencé à m'intéresser très précisément à la réal, à engager des techniciens qui sont pros, à commencer à faire des storyboards, bosser un cadre, organiser super bien une journée de tournage, finir à l'heure, ce genre de truc, c'est ouf. Et en fait, le tout premier court-métrage que j'ai fait dans cette voie de professionnalisation, donc à partir de 20 ans, c'est le seul que j'ai fait, mais je l'ai fait et je suis trop content, où je n'avais pas d'objectif autre que celui d'apprendre comment on faisait. D'apprendre vraiment comment on faisait, quitte à ce que ce soit pas bien. C'est la seule fois où j'ai eu cet objectif, parce que ceux d'après, je me disais, ok, j'ai commencé à comprendre, et donc maintenant j'ai des objectifs avec ce truc. Ça veut pas du tout dire, je veux que ce soit un truc de ouf, mais je voulais, ok, là maintenant j'ai un objectif, et je l'atteins. Mon objectif, c'est d'avoir maîtrisé, je sais pas moi, la corrélation entre le storyboard que j'ai fait et le produit fini. Et effectivement, 95% du storyboard que j'avais fait se retrouve vraiment dans l'ordre et tout dans le produit fini. Et j'étais fan, tu commences à maîtriser. Le premier, j'avais pas envie de le maîtriser, j'avais envie de comprendre. Donc il m'a été incroyablement utile, bien qu'il ait été d'aucune efficacité d'aucune efficacité financière, d'aucune utilité financière, quoi. Par contre, en perdant, j'ai perdu 1000 euros que j'avais mis dans ce film, mais je les ai pas du tout perdus en fait. En perdant 1000 euros, j'ai gagné un temps fou dans mon apprentissage de ce que c'était qu'un tournage, la direction d'acteur, moi qui jouais aussi dedans alors que je réalisais, tout ça. Donc j'ai appris de ouf en faisant ça, beaucoup plus que si je m'étais dit tout de suite, il faut que ce court-métrage soit ouf, il faut que je mette une pression de dingue. C'est le meilleur moyen pour faire de la merde. Mais voilà, non mais vraiment, et point, être déçu. Ouais, moi c'est une pression que je me fous pas mal dans. C'est bien Antoine de parler à l'opposé du micro. C'est une pression que je me mets pas mal dans la musique, moi en ce moment. Je produis beaucoup de musique. J'ai vu une story où tu fais bien danser tes enfants d'ailleurs. Donc ça on kiffe quand je fais des beats de rap avec les gosses. Ça c'est le bon côté de la chose. Mais justement, tu vois, je produis donc de la musique, je kiffe trop. Et ça fait 15 ans que je fais ça. Ça, je savais pas. Ouais, mais vraiment, ça fait très longtemps. J'ai commencé sur GarageBand dans mes 9 mètres carrés quand j'avais 19 ans aussi, tu vois. Mais bien avant. Qu'est-ce que je raconte? Mon premier clavier que j'ai toujours, j'étais au lycée, quoi. Et je me souviens que je m'étais découragé quand j'étais petit, plus jeune justement, en mode, mais ça sonne pas du tout comme les sons que j'entends, tu vois. Et encore maintenant, mon objectif, c'est que ça sonne pareil qu'une prod pro. Et en fait, j'ai dû parler à des mecs, et c'est avec le temps, machin, où parfois je me dis, c'est de la musique, c'est comme t'as envie que ça sonne, en fait, tu vois. Et à toi aussi d'imposer ton style, tu vois. Mais bon, il y a des standards là de merde qu'on essaie de se mettre qui sont très chiants. Bien sûr. Mais on est tous inspirés par les mêmes artistes, grosso modo, ceux qui ont grave réussi et qui du coup donnent des conseils de comment eux ils ont vécu les choses et tout. Donc il n'est pas question de se comparer à eux, on n'a pas du tout les mêmes succès et tout, mais il est question juste d'apprendre de ce qu'ils ont à nous dire, parce qu'ils ont toujours des trucs intéressants à nous dire. Et pour ça, moi j'avais été incroyablement marqué par une phrase de Denzel Washington que j'avais vue dans un discours où je crois pas qu'il recevait un prix, je sais plus pourquoi, c'était peut-être pour Fences, la pièce de théâtre qu'il a ensuite adaptée en film, et il parlait alors c'est marrant, j'ai que le mot qui me vient en anglais donc c'est chum. Il parlait de consistency, donc je sais pas pourquoi Constance. Ouais, de constance, mais il y a mieux, il y a consistency. Bref, il parlait de l'endurance en fait. Ça doit être ça. Et ça, non mais l'exemple est ouf de se dire ok, ça sonne pas comme mon artiste de musique préféré. Mais c'est normal, parce que lui, déjà, a priori, si tu l'aimes bien, c'est que il a percé au moins depuis 10 ans, parce que sinon tu ne le connaîtrais pas. S'il a percé depuis 10 ans, c'est que ça fait 20 ans qu'il bosse. Et toi, ça fait 15, mais tu as commencé au lycée, tu as eu des études, des métiers à côté, des enfants, un mariage, des enfants. Enfin, je veux dire, c'est pas. Voilà. Ça, beaucoup de gens me disent ça, ils me disent regarde tout ce que tu as fait.
t'as 3 gosses. Ouais. Chaque fois, c'est l'exemple, tu sais, t'es là. Ouais, c'est marrant. Frère, faire Ouais. un enfant, c'est vraiment la partie la plus simple. J'irai pas jusque là, mais, Non, mais oui, bien sûr. Voilà. Ouais. Moi, ça m'a pris 27 secondes à chaque fois. en tout Ouais, cas. yes, ok. Non, mais voilà, c'est pas un accomplissement de faire des gosses. Les enfants font des Allez, enfants ça, on aujourd'hui. coupera au montage parce que. Ça, on le coupera surtout pas. J'adore être malaisant. Mm. Et bah c'est bien, t'as devancé quelques-unes de mes questions. Comment Mais on rester pourra y fixé sur un revenir plus objectif? précisément. En fait, c'est un peu décousu là. Donc, non, mais Ouais. c'est vrai. Parce que, non, mais ce que je veux Ferme dire, ta c'est gueule, que. Antoine. Pas du tout. Mais non, Non, mais oui, c'est pas un t'inquiète. défaut. Au contraire, Oui, c'est oui. ça qui est très dur quand on parle de l'artistique, c'est de structurer parce qu'en fait, parce que là aussi, on pourra y revenir, mais il n'y a pas de règles en fait. Il n'y a jamais de règles. Donc, on part un peu dans tous les sens, mais. Oui, bah Si non. tu veux qu'on s'arrête sur un sujet en particulier, on peut le faire. Non, mais tu vois, J'essaierai de pas faire j'essaie 60 digressions. Non, j'essaie de suivre un peu mes questions Ouais, bien sûr. et de voir un peu comment ça se passe. Et surtout, malheureusement, on va pas avoir masse de temps. Putain, Donc, on va le refaire du coup. oui, bah, on le refera, tu verras. Ouais. En vrai, ouais, moi alors je vais te parler un peu de ça. Ok, Je vas-y, digresse grave. encore une fois, on s'en branle. Vas-y. Mais moi, mon concept là, c'est je suis en crise de la trentaine depuis que j'ai 14 ans. Ok. Globalement, c'est ça, comme beaucoup de gens. Ok. Et du coup, j'arrive tellement pas à me fixer sur un projet. Tu vois, par exemple, je vais me dire, allez, maintenant je fais que des podcasts. Et puis après, je vais me dire, mais non, en fait, les podcasts, c'est pas ce que tu as envie de faire. Fais de la musique. Après, non, la musique, c'est pas ce que tu as envie de faire. De toute façon, t'es fait pour le business, toi. Il y a que là-dedans que t'es bon. Gna gna gna. En fait, c'est parce que le business, c'est un tel monde d'escrocs que tu fais de l'argent sans savoir rien faire. Mais du coup, j'ai décidé de créer ce podcast et je pense qu'il va s'appeler Chronique d'un paumé ou Chronique d'un mec paumé. Ok, intéressant. Donc, le concept, c'est un gars qui a une trentaine d'années. Qui est du père dans sa vie, qui a envie de changer, qui a envie de faire ce qu'il aime, quoi, et d'en grave. vivre, mais qui a quand même des gosses, des obligations. Ouais. Et donc, il rencontre des artistes, des gens qui créent, parce Ok. qu'ils s'intéressent à la créa, Ouais, à l'artistique, grave. Ok. et voilà. Et pourquoi j'en venais là, j'ai parfaitement oublié, mais Tu me présentais un peu ton. ouais, ton- le concept, Ouais, et on concept. se disait surtout où est-ce qu'on... Oui, si, c'est ça. Et toi, il y a un truc qui m'intéresse, c'est que donc toi, tu sais écrire. Moi, j'essaye d'écrire. Donc parfois, tu vois, dans mes nombreux projets, il y a des moments, tu sais écrire. Tu vas me dire, attention, doucement. Ouais, c'est ce que T'es en j'allais te train... dire. Oui, mais Mais on tu sais essaie un peu mieux d'écrire, écrire. c'est-à-dire qu'il y a Ouais. des trucs que je sais, que j'ai commencé je sais pas comment dire, à vraiment étudier pour pouvoir le faire sur commande pour d'autres gens. Il y Ouais. a plein d'autres trucs que je sais pas encore écrire. Tu Ouais, vois, ça dépend mais des donc médias. déjà, ça, tout c'est déjà un skill qui est hyper bien. C'est-à-dire que tu as déjà éprouvé le truc de je le fais pour des gens, je suis payé pour ça, Grave. et mon client est satisfait, on Ouais. va dire. Donc Grave. c'est que tu sais faire quelque chose. Et moi, dans un de mes nombreux projets que je rêve de faire un jour, c'est un spectacle vivant, type comédie musicale. En fait, tu m'as pas laissé le temps de rebondir. Pardon, créer tu un parles spectacle trop. vivant, c'est ça que tu Non, veux. non, mais tout à l'heure, tu as dit un autre truc vraiment intéressant qui était donner de l'émotion aux gens, je crois, ou quelque chose comme Oui, ça. c'était avant la passion Véhiculer de l'image et l'émotion. tout. C'était une fascination pour comment on véhicule une émotion, comment on suscite une émotion chez quelqu'un. Comment ils font pour me briser le cœur d'une manière qui m'épanouit. Ouais. Et c'était ça le questionnement principal au début et qui a mis tellement de temps à maturer jusqu'à Ouais. 19 ans. Et bah ça, moi, ça me fascine aussi. Qui Tu était vois un questionnement inconscient à la base. C'est juste tu prends la gifle Ouais. et t'arrives pas à l'expliquer, t'arrives même pas à poser la question. Par contre, le ressenti, Ouais. tu l'as pris quoi. Alors ouais, moi je sais pas si j'arrive pas à l'expliquer, mais par contre ouais, moi je sais que je prends des gifles à chaque œuvre artistique que je vois. Sauf dans la peinture, je suis vraiment naze là-dessus. Ok. Mais enfin dans l'art pictural, on va dire. Mais que ce soit un film, que ce soit de la musique, je peux très vite chialer, je peux très vite ressentir des émotions très fortes. Ouais. Et c'est vrai que ça, j'ai un peu envie de vivre ou de donner ça. Mhm. Et donc, on en était au spectacle vivant, comédie musicale. Je commence à réfléchir sur tout un projet, machin. Et puis C'est à un hyper moment... intéressant comédie musicale. Pourquoi comédie musicale et Ouais, pas, parce que je parce te que- connaissais pas cet attrait quoi. Mais, Non, mais ouais, surtout que ça marchait il y a 20 ans. Mais non, mais en vrai, pourquoi ? Parce que je me suis dit, qu'est-ce que t'aimes ? En fait, moi, j'ai plein d'idées. Je note, comme tout le monde, toutes mes idées depuis mais longtemps maintenant. Ouais. Et dedans, j'ai fini par les organiser un petit peu à la Orelsan, justement. J'ai pas envie de me comparer, mais... Non mais justement, c'est hyper. Je peux faire une digression maintenant. Vas-y, fais. C'est hyper intéressant ce que tu viens de dire parce qu'effectivement, mais en fait, il n'est pas du tout question de se comparer. C'est juste que, On se rend compte qu'il fait comme tout le monde. mais on se rend compte que tous les artistes, Ouais. ceux qui finissent par avoir du succès, et avoir du succès, ça
ça comporte quand même une grosse part d'incertitude. Enfin, il y a toujours un facteur chance, un facteur rencontre, en plus du facteur travail qui est certain, la plupart du temps. Mais en fait, on fait tous la même chose. Et moi, je me rappelle, juste pour donner un exemple, et encore une fois, c'est hyper intéressant, et ça n'est pas du tout de la comparaison, mais tous ces acteurs qu'on admire et dont on se dit qu'ils sont complètement inatteignables, et ils le sont en partie. Mais moi, j'adore écouter des comédiens parler de leur métier et écouter des comédiens connus parler de leur métier. Et il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Hollywood Roundtables, table ronde, où ils invitent des énormes réalisateurs autour d'une table ronde, des énormes acteurs et actrices autour d'une table ronde, et ils leur posent des questions. Donc c'est tous les acteurs et les actrices qu'on connaît, tous les réalisateurs qu'on connaît. Et il y en a un, j'en ai regardé plein, et c'est ouf parce qu'en fait ils parlent de ce que nous-mêmes on fait à une autre échelle, mais c'est avec les mêmes désirs, les mêmes doutes, c'est avec exactement les mêmes challenges mentaux et physiques et artistiques, c'est exactement les mêmes. Et juste pour donner un exemple, un truc, je me rappelle d'en parler à mon meilleur pote artiste comédien le lendemain, un déclic de ouf, c'est un roundtables où il y a trop de gens et il y a De Niro. Voilà. Et De Niro, à un moment donné, il avoue un truc, alors que c'était il y a 5 ans, donc il a déjà, je sais pas, 80 ans, 50 ans de carrière, 1000 Oscars et tout. Et il dit, hyper vulnérable, sincère, il dit, moi, il y a un truc qui me fout les jetons à chaque fois, c'est quand je commence à lire le script du film dans lequel je vais jouer, et qu'à telle réplique, il y a marqué que mon personnage rigole. Et il dit pas du tout ça pour rire, il dit que lui, il a jamais été à l'aise en tant qu'acteur pour faker un rire, pour jouer l'amusement, et que ça le terrifie. C'est-à-dire que c'est même pas, il est pas en train de dire ouais, j'avais un monologue de ouf dans Hit, il y avait Al Pacino en face de moi, ça me faisait flipper de ouf. Il dit à un moment donné je dois faire bon, c'est impossible à faire, et il est complexé de ouf par ça. Mais là on a le droit de se comparer parce qu'on a tout, enfin on a les mêmes trucs, et ça te fait juste relativiser qu'en fait c'est pas du tout sorcier. Donc comme tu dis, quand tu dis je réorganise mes notes sur mon portable comme Orelsan, bah oui, mais c'est trop bien, on a le droit de l'assumer en fait. Ça veut pas dire qu'on se prend pour des restas ou quoi. Ça veut dire qu'on se prend pour des gens qui cherchent et qui travaillent, c'est tout. En fait, non, mais c'est clair. Y a pas de complexe, quoi. Exactement. Je vais rien rajouter. Mais du coup, ces notes. Comédie musicale. Ouais, comédie musicale, mais je l'ai appelé comme ça. Mais en fait, donc je t'explique. Dans mes notes, il y a beaucoup de mise en scène que j'imagine, des trucs absolument irréalisables. Mais tu vois, j'imagine le meilleur concert où genre tu ressors de là. T'as vu Big Flo et Oli récemment à Bercy? Non. Je les ai vus à l'Olympia en 2016. Mais ok. Bah, ils ont un peu step up en termes de show. Et là, j'ai vu passer sur Insta leur show à Bercy où t'as un avion drone qui vole au-dessus de la foule, des montgolfières, bref, une lune et tout. Et c'est assez stylé. Et je me dis, et je regarde les shows aux US et tout, et je me dis, bon, aux US, ils sont quand même chauds. Mais on est encore loin de ce que moi j'imagine, tu vois. Et donc je m'amuse à écrire. Je m'amuse à écrire. T'écris vraiment une soucoupe volante, descend sur scène, fait un ventilateur personnalisé pour les gens qui ont trop chaud. Ensuite le Stade de France part en fusée. C'est ça que t'imagines en fait, toi. Super. Bah, c'est bien parce que t'as de l'ambition, quoi. Oui, j'ai beaucoup d'ambition. On en est à peu près à ce niveau-là. Et donc voilà, bref, des idées de mise en scène. J'aime la musique. Et envie de donner de l'émotion. Donc je me suis dit, bon, mise en scène, histoire, musique, donc soit, et j'ai envie de rencontrer quelqu'un comme ça, si tu connais quelqu'un comme ça d'ailleurs, qui fait la direction artistique des concerts, parce que ça doit être un taf très cool. Le mec, il est complètement dans l'ombre, et c'est lui qui fait tout le visuel du show. Donc j'ai regardé sur YouTube, il y a des mecs qui parlent un peu de ce métier-là et tout. Et ou alors comédie musicale carrément. Je me suis dit allez, ambitieux, vas-y, écris ton truc, dessine tes scènes sur des feuilles blanches et tout. Génial. Ouais. Tu sais dessiner ou pas? Pas du tout. J'adore parce que c'est pas grave non plus. Les storyboards ils sont affreux, on dirait qu'ils sont faits par un gosse de 3 ans. Par contre ça m'aide de ouf à travailler, et en fait les techniciens ils trouvent ça clair quand même. Les gens qui, tu vois, on travaille ensemble, ils vont trouver ça moche, ils vont rire, mais ils sauront quel cadre il faut. Ça les aide, ça leur donne une direction. Et bah trop bien. Bah du coup j'ai fait ça. Et donc j'ai écrit une histoire, puis 2, et puis là j'écris plusieurs histoires, j'ai plusieurs idées d'histoire, et voilà, bref. Et donc pourquoi j'en suis venu là? Donc c'est ça le but du podcast, je pense qu'on en était là, de rencontrer tous les gens qui font ce genre de métier-là, et puis petit à petit de cheminer, et puis s'il faut dans 20 ans, peut-être qu'il y a un projet qui en sortira. De ouf, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis sur l'ambition et l'envie, quand on fait un truc, de faire un truc énorme, et pas seulement en termes de succès, mais aussi en termes de mise en scène. Tu me dis que tu veux que le Stade de France parte sur la Lune. Non, mais je veux dire, même quand tu compares à des énormes concerts à Bercy et tout, bon, c'est trop stylé. Mais moi, je pense que c'est trop stylé aussi de faire, et c'est pas du tout très simple.
Non, ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est en fait Moi parce aussi. qu'il y a des trucs très simples qui marchent incroyablement bien Ouais, ouais. et qui marchent parfois beaucoup mieux que des gens qui ont mis plein de moyens, plein d'argent, Mm. un peu ce qu'on disait tout à l'heure, et qui vont pas maîtriser Ouais. une telle complexité tout de suite en fait. Ouais. Parce que Non, effectivement, mais oui, dans quand 20 je te ans, dis des trucs tu peux mettre en scène un truc de ouf dans un énorme stade et tout. ouais. Mais avant, il faut être passé par ok, j'ai 2 acteurs, j'ai pas de décor, on a un plateau de théâtre qui est petit, Ouais. on n'a pas beaucoup de projets. Comment on fait pour véhiculer de l'émotion et Ouais. on peut le faire de ouf et tu peux Mais faire bien chialer. sûr. Et j'ai déjà vu faire chialer 100 personnes d'un coup par un gars qui était seul en scène avec un projo, tu vois. Ouais. Non, mais bien sûr, Donc et c'est un comédien avec c'est. de la bouteille et tout, mais voilà. Ouais. C'est Si exactement. tu cherches de l'impact, t'es pas du tout obligé d'en passer par un truc de Ouais, ouf. mais en fait, c'est là où je me suis mal exprimé. Dans le sens, c'est pas irréalisable ce que je veux faire en vrai. Mais je te montrerai, on va arrêter de parler de moi après parce que c'était pas le but du tout. Mais le côté. Quand j'ai écrit le truc, j'imagine des cordes avec des poulies qui font monter un mec au-dessus d'une scène, des ventilateurs qui font du vent avec des gens. Tu vois, j'imagine une tempête de confettis pour Ouais, bien montrer sûr, une tempête de neige, machin. Des conneries Ouais. complètement faisables en Ouais, vrai. carrément. Mais à grande échelle, c'est sûr, beaucoup moins. Mais on s'en fout que ce soit à grande échelle, je suis d'accord. Bien sûr, et hyper important d'essayer et d'être prêt à faire en sorte, et d'être prêt à ce que ça marche pas la première fois. Ouais. D'être prêt à ce que ton nuage de confetti il soit naze. Par Mm. contre, la deuxième fois, tu sais comment le faire après. Enfin, tu vois, c'est pour ça qu'on fait des répètes, c'est pour Mm. ça que ce soit quand on joue au théâtre ou quand on joue devant une caméra, parce que t'en parlais tout à l'heure. C'est pour ça qu'on fait des répètes. Enfin, on fait de la merde, quoi. On fait de la merde, on est nul. Et les gens disent parfois. J'étais avec des potes qui jouaient à Avignon l'été dernier et ils ont fait une super pièce, ils sont sortis, il y a des gens qui leur ont dit ah vous jouez trop bien, c'est trop fort ce que vous avez du talent et tout, et c'est très vrai, mais il y a des heures et des heures de répète avant, il y a des moments où ils étaient ridicules sur le plateau, il y a des moments où ça marchait pas, il y a des moments où ils ont oublié leur texte, et effectivement tu vois la façade, le résultat final il est trop bien, mais c'est parce que il y a eu plein d'échecs avant, quoi. Ouais. Et tu parlais juste tout à l'heure de parfois faire plus simple, et je veux bien rebondir là-dessus en 2-2. Ouais, Un exemple qui m'a énormément frappé en école de théâtre, c'était une scène entre un élève, enfin un gars et une fille, qui s'engueulent, ils se connaissent pas, c'est la putain respectueuse de Sartre. Donc ils viennent de passer la nuit ensemble, un gars un peu malhonnête, un peu escroc, un peu gangster, et une prostituée. Et le lendemain, ils s'embrouillent de ouf parce qu'il veut pas lui donner beaucoup d'argent, etc. Et elle finit par insulter la mère du gars. Ok ? Et c'est une scène où ça commence à gueuler souvent. Et c'était une scène avec des premières années. Moi, j'étais en première année, j'étais pas sur le plateau, je regardais. Et tous les élèves de première année, la plupart, et même peut-être encore après, auraient fait l'erreur de surjouer la colère. L'homme, il se fait insulter sa mère, et sa réplique d'après, c'est « Un conseil, ma petite, évite de parler de leur mère au gars de chez nous si tu veux pas te faire étrangler. » Ok ? Et tout le monde, moi compris, on aurait fait l'erreur de dire « Un conseil, ma petite, si tu veux pas te faire étrangler, machin. » c'est quoi ? On aurait dit un conseil, ma petite, évite de parler de leur mère au gars de chez nous si tu veux pas te faire étrangler. Ouais. Et lui, il a fait. Donc, ça commençait à gueuler. Et lui, il a coupé le son tout de suite. Il a coupé de rythme. Il a coupé le rythme. Et il a dit un conseil, ma petite. Évite de parler de leur mère au gars de chez nous si tu veux pas te faire étrangler. Je vois très bien. Ouais. Qui te glace le sang. Il a envoyé 1 milliard de fois plus d'impact ouais. au public que s'il avait débordé de ouf et tout, tu vois. Ouais. Et donc c'est là que tu te rends compte que bon, il y a souvent besoin d'en faire beaucoup moins que ce que tu crois. Ouais. Et avec beaucoup plus d'impact. Bah ouais, c'est un très bon exemple. Mais oui, j'imagine que ça glace beaucoup plus le sang, ce genre de sang-froid qui te menace. Il nous reste un quart d'heure, je fais vite. Ok. Tu passes beaucoup de casting ? Je passe pas beaucoup de casting, non. Et pour rebondir là encore sur ce que tu disais tout à l'heure, tu disais, moi j'ai plein de projets, j'ai plein d'idées, parfois j'en ai tellement que je passe de l'une à l'autre et du coup je finis pas la première, puis ni la deuxième, puis machin. Et moi j'ai développé la stratégie tout de suite, enfin très rapidement je veux dire. J'ai fait plein de castings avant pour des trucs cool, pour des trucs pas cool du tout, pour voilà, des projets avec et sans budget et tout. Et en fait je me suis rendu compte que je voulais faire mes propres trucs. Et ce qui est chouette, c'est que d'une part j'apprends plus parce que je touche à toutes les étapes de la création, et qu'en plus je le fais toujours avec des très bons amis et tout, donc à chaque fois le crédit revient évidemment au groupe. Mais en fait, si c'est pas bien, si par exemple je vais décider de réaliser un court-métrage, si c'est pas bien, ce sera ma responsabilité. Et si c'est bien, ce sera aussi ma responsabilité, celle de l'équipe et tout. Mais quand tu t'investis à fond en tant qu'acteur, par exemple, sur un projet qui est porté par une autre équipe, une équipe qui débute et tout, et voilà, c'est trop stylé parce qu'on va apprendre ensemble.
Mais quand tu sors d'école de théâtre, que tu es formé, que tu sais comment tu vas préparer ce court-métrage pour d'autres gens, que tu prépares ton rôle le mieux possible, qu'évidemment tu as appris ton texte, tu as fait de la prépa, tu as cherché ton costume, etc., etc., tu as beaucoup discuté avec le réal, et qu'en fait tu arrives, et eux ont pas fait ce travail aussi bien, enfin je veux dire c'est pas du tout, pardon, et que eux ont pas fait un travail complet comme tu aurais voulu, tout ton investissement, il va tomber, et tu te dis merde... je me suis donné pour ce truc et au final le résultat est pas à la hauteur de ce que j'ai. Tandis que quand tu fais ton projet, et ben ça tu peux t'en vouloir qu'à toi-même, et tant mieux en fait, parce que tu l'assumes, t'as appris et tu repars. Mais si ça marche aussi, putain tu te dis yes, j'étais dans la bonne direction quoi, tu vois, et voilà. Ah ouais, toi donc, tu je passe pas arrives beaucoup pas de à te casting dire parce que je me focalise de ouf sur mes propres projets. Du coup par rapport à plein d'acteurs et d'artistes, je fais un détour de ouf, mais c'est plus facile parce que j'ai accepté que c'était du temps long. Ou bah tu vois le projet dont je te parlais là de podcast, on a mis 2 ans et demi à le faire. 2 ans et demi à le terminer, sans argent, à 3, en indé, dans un studio, dans la cave d'un pote, qui est multi-instrumentiste, qui est trop fort, qui avait un super studio, voilà, mais on a passé des jours et des jours dans sa cave, à galérer de ouf, à démarcher des gens qui ne nous répondaient pas, etc., etc., etc. Mais on a super bien bossé, on a été très exigeants, on a fait le mieux qu'on pouvait, on a été endurant et tout. Et là, le résultat de ce travail, il est maximal parce que on va être diffusé par Binge Audio, qui est une boîte de ouf avec laquelle on rêvait de bosser. Ça nous a pris 2 ans et demi, c'était hyper dur, mais je suis pas mécontent du tout d'avoir focalisé sur ce projet, d'avoir pris ce détour, d'avoir pris 2 ans et demi, parce que c'était hyper dur, mais au final, le retour sur investissement, et là je parle pas d'argent parce que clairement on n'a pas touché d'argent avec ce projet, mais le retour sur investissement de reconnaissance artistique de notre travail, satisfaction. Et il est à la hauteur de ce qu'on a mis. Tu vois ce que je veux dire ? Et t'es allé au bout surtout. Mais on a eu ce retour parce qu'en fait, c'est important quand même d'avoir finalement la reconnaissance. Mais voilà. Le travail terminé, quoi. Ouais, le travail terminé et le travail valorisé par quelqu'un d'autre. Parce que si tu fais des trucs artistiques que la pour reconnaissance. Toi, bon, en fait, c'est pas pour ça qu'on le fait. On le fait pour le partager. On le fait. C'est pas le succès. Est-ce que j'ai touché des gens ou pas ? C'est pas. Est-ce que y a plein de gens qui ont vu ce que j'ai fait ? Est-ce que les gens qui voient mon travail, ils se disent putain, c'est trop bien. C'est tout. Ils se disent ça m'a touché, ils se disent putain j'ai chialé, voilà. Ou même j'ai pas kiffé, mais au moins il y a eu une réaction. J'entends beaucoup de comédiens dire ça en ce moment. Je sais plus, j'ai entendu ça plusieurs fois. Des mecs dire ou des musiciens en fait que t'aimes ou t'aimes pas, je m'en fous. Limite c'est que ça ne procure rien aux gens qui me fait le plus chier. Ouais, clairement. C'est vrai que j'ai vraiment, je donne pas d'émotion. Clairement. Et je pense qu'un truc très satisfaisant quand tu fais tes projets toi-même, c'est que du coup tu en as la responsabilité. Et que quand le projet est fini et que tu le sors, tu l'as maîtrisé de bout en bout. C'est-à-dire que tu as maîtrisé le résultat final. Typiquement, avec un court-métrage, je trouve que c'est un très bon exemple parce que c'est toi qui fais le montage final, en fait. Donc, ce que tu montres, c'est forcément maîtrisé. Tu as eu des contraintes avant, il y a des plans qui ne marchaient pas, tu as dû te réhabituer, mais si tu décides de le sortir, tu décides de le sortir tel quel. Tu as fait tous les choix. A priori, il n'y a pas d'angle mort. Et donc, si quelqu'un te dit « j'ai pas aimé ce truc », en fait, c'est pas grave parce que moi, je suis content de ce que j'ai proposé et je le faisais pas pour plaire à tout le monde. Mais c'est ça, mais pour être content, il faut y avoir mis l'énergie. Je trouve que maîtriser le résultat, ça apporte beaucoup de contentement, vraiment. Beaucoup de joie, je veux dire. Voilà. Donc tu fais tes projets plus qu'autre chose aujourd'hui ? Plutôt que je cherche à faire ceux des autres. Mais du coup, tu as un manager quand même ? Non. Ok. Mais j'adore, moi j'essaie vraiment d'être un artiste entrepreneur. Donc on est très solidaire avec plein de potes, on se donne plein de conseils les uns les autres, on se suit, on s'encourage, on se fait des retours, on se dit attends là ton texte ça fonctionne pas, là ça fonctionne, là bravo je l'avais pas vu venir et tout, mais j'essaie aussi d'être mon propre manager. J'adore me dire ok ça c'est ça mon objectif, c'est comme ça que j'ai organisé ma semaine, c'est ma responsabilité, tu vois. Ouais, mais dans le mot après, entrepreneur... si je pouvais avoir un manager, je serais trop content. Mais encore une fois, moi, je suis prêt à prendre le détour. Avec les projets qui commencent à aboutir là, j'espère bien que je vais choper un agent bientôt et tout, tu vois. C'est pas grave si ça vient pas tout de suite. Si je comprends bien, c'est que ça va avec le fait que tu veux faire tes projets. C'est-à-dire que t'es pas forcément intéressé pour jouer dans un... Là, demain, on te propose un long métrage... Si, bien sûr. Mais donc, dans ce cas... Mais c'est pas du tout pareil qu'on me propose et je vais le chercher pendant 5 ans. Oui. Tu vois, on me propose, bien sûr que je vais dire oui, le truc te tombe dans la bouche. Oui, mais pour qu'on te le propose, faut que tu ailles en faire des plus petits d'abord. Voilà, tu vois, là. Et pour en faire des plus petits, tu comptes sur ton travail. Ok, mais tu te dis pas qu'un manager, il pourrait te dégoter des places dans des trucs. Si, bien sûr, mais c'est un truc que t'as pas le temps de faire, la chasse, la prospection. Bah,
moi, je le fais j'ai le sentiment de le faire vraiment et de le faire d'une autre manière. Ok. C'est-à-dire d'essayer, même sur le temps long, de développer des projets. Quand ils sortent, c'est vraiment des projets plutôt de qualité. Ils seront peut-être pas vus par beaucoup de monde, mais quand je parle à un professionnel, que j'ai le temps d'accrocher un peu à une rencontre, un truc et tout, et que je leur dis, tiens, tu voulais voir mon court-métrage hier, le truc, etc. En général, je sais que par ce projet, ils vont non pas m'embaucher et tout, mais ils vont être convaincus de l'intérêt de mon profil artistique. Enfin voilà, c'est ce que j'essaie de faire, tu vois. Mais du coup, Après, ton profil artistique, on sait plus si c'est comédien ou réalisateur. Mais je m'en fous complètement et j'en suis très fier d'ailleurs parce qu'en fait, j'adore cette citation de Dupontel que j'avais vue au moment de la sortie de Adieu les cons. Il dit « Vouloir être artiste, c'est chercher à élargir son niveau de conscience ». Et moi, je m'en fous qu'on me dise pour l'instant, mais du coup, t'es acteur ou t'es auteur et tout. Moi, je fais tout. Et vu que je fais mes propres projets, les activités différentes que je fais enrichissent beaucoup mon profil artistique et ce que j'ai à donner. Tu vois. Non, et mais donc, parfois, je peux être engagé en tant qu'auteur, je fais un projet cool et je gagne un peu d'argent. Parfois, je peux être embauché en tant qu'acteur, je fais un projet cool et je gagne un peu d'argent. En tant que réal, en tant que. Tu vois. Ouais, et c'est ouf. Moi, j'ai envie d'être un couteau suisse. J'ai pas envie de faire qu'un truc. Les acteurs qui font que acteurs, ils en chient énormément parce qu'en fait ils prennent que des noms tout le temps. Moi je vais me prendre un nom en acteur, un nom en réal, mais là je me prends un oui en auteur. Ah trop cool. Si j'avais fait acteur j'aurais fait non. Et là tu pètes un câble, tu vois. Je comprends la strat, mais et je la partage. Je suis assez d'accord avec toi. Du coup pour rebondir sur ce que tu disais par rapport à ton questionnement de j'ai trop de projets et tout. Et bah c'est ça, c'est en fait te dire ok parmi toutes les idées que j'ai eues, celles-là c'est les 2 qui me motivent le plus. Et peu importe, je me tiens à ces 2-là. Ça veut dire que tu as quand même des occupations, tu es quand même en train de jongler. C'est cool d'avoir plusieurs projets en même temps parce que si tu bloques sur l'un, tu peux développer l'autre. Et inversement, tu vois. Ou 2 ou 3 max, tu vois. Mais choisir son truc et s'y tenir. C'est hyper intéressant. Voilà. C'est hyper intéressant parce que moi, j'ai un peu l'école et ce que je n'arrive pas à faire. Moi, je suis comme toi, j'ai envie d'être un couteau suisse. Mais beaucoup de gens te disent, bon, il y a un moment, il faut se focus. Mais il faut se focus sur un projet et y aller à fond. Mais je pense que je le comprenais mal. Dans le sens où faut se focus par exemple sur je veux être un artiste et pas sur je veux être comédien ou réalisateur. Par contre, là où le seul truc où moi je trouve que je suis pas trop d'accord avec toi, c'est que tu dis je veux être un entrepreneur et un artiste. Un artiste entrepreneur. Un artiste entrepreneur. Un entrepreneur, ce que ça sait très bien faire, c'est déléguer. Et par exemple, il y a des choses, tu te dis, tu vois tes forces et tes faiblesses. Si tu dis aller chercher des projets, c'est pas ce que je sais faire. Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir un manager, même un manager de couteau suisse, tu vois ? Moi ? Ouais. Qui va prendre le temps que toi t'as pas, parce que toi t'es dans la réal, toi t'as les mains dans le cambouis. Je te contredis tout de suite parce que quand tu dis que moi j'ai pas du tout dit aller chercher des projets, c'est pas ce que je sais faire. Non mais c'est quand il faut postuler à des castings, en faire et tout. Tu le fais. Je le fais. Mais du coup c'est chronophage. C'est pas ce que je veux faire. Ouais. Mais moi je vais chercher mes propres projets aussi. C'est juste c'est une autre manière de faire. Mais que tu saches le faire ou pas. Pardon, c'est moi qui est mal dit, mais que tu saches le faire ou que tu aies envie de le faire ou pas envie de le faire, en fait, il y a un moment où moi je me dis, si je devais conseiller Clément, mais bon, c'est mon avis, hein, tu passes beaucoup de temps à produire, à avoir les mains dans le cambouis, à avoir dans l'artistique, et si en plus tu dois penser à je dois aller chercher des trucs pour bouffer, c'est une partie de ta semaine qui est sûrement très enrichissante, très intéressante, et je dis pas qu'il faut pas le faire, mais je soumets juste l'idée que un manager, c'est quand même à ça que ça sert. Oui, mais évidemment. À te libérer de ce poids. Mais à l'évidence. Mais du coup, et d'ailleurs, beaucoup moins qu'on croit, déjà, à notre niveau, quand on est artiste pas connu, les potes comédiens que j'ai qui ont un agent, ils ont 3 appels par an, en fait. Donc on pense toujours que l'agent va nous résoudre le truc, nous trouver des castings et tout. D'une part, c'est pas vrai quand on est à notre niveau, c'est pas tout à fait vrai, c'est même pas vrai. Et en plus, moi je te le redis, c'est que ma démarche, j'ai conscience qu'elle s'inscrit dans le temps long. J'ai très envie d'avoir un manager. Ça fait longtemps que j'ai envie d'avoir un agent ou quoi. Mais c'est pas ma priorité et c'est pas là que je vais mettre mon impatience, tu vois. Je vais pas être impatient de ça parce que je maîtrise pas cette partie-là en fait, tu vois. Ce que je maîtrise, c'est comment je développe mon profil artistique pour que quand j'ai enfin ce contact avec cet agent, ils se disent ok, lui, ça m'intéresse. Voilà. Et en attendant, j'aurais progressé, tu vois. En attendant, j'aurais. Voilà. Ok. C'est l'objectif, je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, je dis que c'est ce mais que moi j'ai choisi de faire. De toute façon, il n'y a pas de bonne méthode. Non, voilà, parce que je veux surtout pas qu'on se dise le gars est personne et il donne des leçons. Des leçons. Mais je dis juste que c'est ce que moi je veux faire. Ouais, et puis tu commences à avoir de l'expérience. Donc c'est intéressant d'avoir ton avis, enfin, tu vois. Non, moi je trouve que c'est très très pertinent. Bravo monsieur Prévost. Très pertinent ce que vous dites. Comment tu t'en sors, tu m'as dit les échecs, c'est très cliché, mais j'adore quand même en parler. Bien, mais évidemment, et c'est pas trop bien de parler des siens, c'est juste trop bien de parler des échecs universels. Parce qu'en fait, les échecs nous inspirent de ouf. T'as vécu des... Quand tu parlais de Hot Ones, de Un bon moment,
il y a pas mieux que quand des artistes qu'on adore expliquent qu'ils sont grave humains, parce que Ben Mazué il passe son temps à dire qu'il s'est réorienté après avoir été médecin et qu'au départ il perdait des concours de musique et qu'on le prenait même pas, on prenait même pas son dossier. Et le gars, après, il est disque d'or, il fait des chansons de ouf et tout. Enfin, moi, j'adore perso, mais. Ouais, moi, c'est pas ma cam trop. Mais du coup, ce que je veux dire, c'est que oui, les échecs, c'est hyper important d'en parler parce que c'est tabou, et on nous dit, si t'as un échec, c'est fini. Mais pas du tout. Ils en sont la preuve, les gens qui ont réussi. Est-ce que t'as vécu un moment d'ultra gêne sur scène, un moment de gros échec, un projet que t'as sorti où vraiment ça bide de ouf, où on te dit c'est vraiment de la merde, un moment où vraiment tu te remets en question, quoi? Est-ce que tu as un souvenir qui te revient là dans les 8 dernières années de là j'ai envie de tout arrêter, tu vois? J'ai envie de tout arrêter, pas du tout. Ouais. Et en fait, en fait, j'ai pas fait suffisamment de trucs et suffisamment de trucs vraiment cool, jugeable, ouais. Voilà, les rares fois où j'ai passé un casting pour un truc vraiment cool, c'était j'ai pas réussi, mais c'était pas du tout un échec énorme, je me suis pas ridiculisé ou quoi, j'ai essayé de faire ce que je pouvais et ça a marché. J'aimerais trop, peut-être que j'y réfléchirai pour la prochaine fois, te trouver, parce qu'il y en a forcément, je veux surtout pas faire le gars qui mais là je trouve pas, j'aimerais trop te dire ah ouais, ça j'ai eu la honte de ouf, c'est sûr, c'est juste que là j'y pense pas. J'arrive pas. C'est traumatisant ces moments-là. Moi je l'ai vécu, tu vois. Ah vas-y, raconte. Ouais, si. Enfin, sauf si t'as pas envie. Non, mais c'est juste que c'est de toi qu'on parle. Tu casses les couilles avec ton train là, tu veux pas. Ouais, tu veux pas le repousser, tu veux pas dormir chez Nico ce soir et arrêter de me casser les couilles. Non, mais j'ai une femme enceinte. Tu vas avoir un 4e là? Non, un troisième. Ouais, on m'en parle pas. J'ai pas fait exprès, je te jure. Non, mais. Après, tu sais que tu peux choisir que ton projet ce soit tes enfants et t'arrêtes de, t'arrêtes de faire yesh, quoi. T'arrêtes de te compliquer la vie. Ouais, j'arrête. Non, je plaisante au contraire. Ouais, non, mais clairement. Je plaisante, Antoine. Moi, ma vie, c'est le beurre et l'argent du beurre. Ouais, yes. Le temps long. Voilà, le temps long, exactement. Et là, je peux dire, je mise sur l'avenir avec eux. Très, très bon. Non, par contre, ouais, l'échec. Oui, moi, j'allais te raconter, une fois, un concert d'une pote, enfin, un concert. Au mariage d'une pote qui est très artiste, machin, plein de potes artistes. Déjà, j'aime, voilà, j'étais pas à l'aise et ça joue de la musique et tout le monde joue de la musique. Et moi, je suis un peu le pote qui fait de la musique, tu vois. Et donc, les gars défilent sur scène, ils sont tous, il y a une meuf trop forte, un autre, voilà, et puis c'est un peu amateur. Et puis il y en a une, elle passe à un moment, je me dis, ouais, ok, bon, en fait, c'est cool, tu vois, il y a pas de pression, quoi. Et puis les gens me disaient, bah, Antoine, vas-y, fais un truc et tout. T'avais quel âge? Mais c'était il y a 2 ans. Et... attends, c'est pas fini. Et donc, mais ça, c'est une énorme leçon. En vrai, aujourd'hui, j'en tire une énorme leçon. C'est ce que j'allais dire. Le truc, c'est donc tout le monde chante des trucs, mais les gars, en fait, ils chantent des trucs qu'ils ont préparés. Enfin, tu vois, qu'ils connaissent, qu'ils savent jouer. Et donc, moi, je gratte ma guitare. Déjà, je déteste l'image du branlos qui joue de la guitare. Ça, c'est parce que t'as été éduqué business. Ouais, on nous apprend à mépriser le gars qui joue de la guitare. Sur la plage, ouais, j'ai envie de l'étarter, ouais. Mais tu vois, j'ai pas envie d'être catégorisé le gars qui chine les meufs avec sa gratte. Et puis ça insiste, bah vas-y Antoine, machin. Et donc il y a un moment où je me dis, qu'est-ce que je connais là? J'ai des chansons que je sais chanter moi. Et puis il y a un truc de trio qui me vient, de jolies petites chansons, tu vois. Attends, parce que vraiment c'est à se taper des barres. On peut savoir laquelle c'est de J'ai plus le nom, mais c'est pas Serre-moi, tu vois. C'est pas Loverful, mais c'est à un moment ça dit je te vois dans les yeux de maman quand il brille, tu vois. Bref, c'est bien, c'est bouncy et tout. Et du coup je commence à jouer cette chanson, je me fous devant le micro, je dis bon, il n'y a plus personne qui joue, allez, sur un tapis dans l'herbe avec une centaine de personnes. Les gens écoutent ou c'est plutôt en mode cocktail ou ils écoutent? Ils écoutent. Ils te regardent. Ils écoutent et en même temps ça commence à discuter entre eux, donc je me dis c'est le moment, tu vois, je vais peut-être passer inaperçu, tu vois. Et là, je commence à jouer ce truc que je n'ai pas joué depuis 5 ans, tu vois. Je commence à jouer 3 premiers accords, j'oublie les paroles, et puis à un moment, je dis, ouaf, laissez tomber, tu vois. Et là, malaise, quand je suis mal à l'aise, je rougis très fort. Et genre là, il y a un moment où t'es là, bon, bah, j'arrive plus à chanter ma chanson, personne vient te remplacer, donc je suis comme un con devant le micro, puis les gens recommencent à discuter. Et puis il y a ceux qui me connaissent qui font laisse tomber toi Nard, tu ne peux pas gérer ton stress en fait. Et donc j'étais là, bah voilà. Et puis je commence à jouer de la gratte un peu. Et puis à un moment je fais bon, bah, je me casse, je pose la guitare, mais vraiment dans un. Franchement, quand tu m'as dit ça, j'imaginais que ce serait pire. Là, ça non, va. Ouais. Mais dans une ignorance totale, tu sais, vraiment, moi je me sens, mais
Je suis passé, j'ai fait de la merde et j'en fais ah ok. Je suis reparti et puis j'avais envie de m'enterrer. Et donc vraiment, je suis parti à l'autre bout du mariage. Je suis resté un quart d'heure tout seul à me dire mais qu'est-ce que je viens de faire? J'ai envie de me frapper d'avoir fait ça. Les gens, ils s'en branlent en fait. Mais la leçon, c'est ne va jamais sur scène si t'as pas bossé avant un truc. Effectivement, on peut le voir comme ça. Non, mais c'est vrai, en tout cas, ça rejoint l'idée que quand, au contraire, dans un autre scénario, tu te dis putain, ce gars ou cette meuf qui joue là a trop de talent. 99 fois sur 100, la personne a tout l'iceberg en dessous, où elle a bossé de ouf, où elle a déjà vécu l'expérience que t'as vécue, ou machin, tu vois. Non, et puis par contre, juste avant, il y a une meuf qui est passée et qui n'avait pas de talent, mais qui avait une confiance en elle de ouf. Et du coup, qui rigolait, ah, je me suis trompé, ah, désolé, je chante faux, allez, on recommence. Et puis, il y a tout le monde qui l'applaudit à la fin et tout, tu vois. Et moi, je passe derrière, je m'excuse d'être là. L'enfer sur Terre, t'as envie de te foutre, mais vraiment 6 pieds sur Terre. C'était très très drôle. Et justement, j'avais noté comment tu travailles la confiance en soi, mais peut-être que tu la travailles pas. Si, de ouf. Et tu le travailles par le travail. Je veux dire, c'est exactement. Au théâtre aussi, vous devez quand même. Bien entendu. Moi, on pourra en parler une fois. Les premières fois que je suis monté sur scène en cours de théâtre, c'était affreux. J'étais nul. J'ai mis 6 mois à comprendre les trucs de base. Les trucs qu'il faut comprendre, j'aurais jamais fini de les découvrir en vrai, parce que voilà. Et il y a plein de répètes où je suis nul au début, où je suis mal à l'aise, où je suis machin. Mais par contre, la confiance en soi, tu la gagnes par le travail. Et il y a 1 milliard de techniques, ne serait-ce que de prise de parole en public, avant même que de commencer à penser, avant même de commencer à penser à l'acting, qui te permettent d'être bien plus assuré face à des gens quand tu dois jouer ton morceau. Enfin, quand tu dois les accrocher au début pour qu'ils te regardent et que ça y est, t'es chopé leur oreille, enfin voilà, et ça se travaille en fait. Et du coup, quand t'as commencé à l'apprendre, tu l'as fait 1 ou 2 fois et que t'as commencé à capter comment ça marchait, mais rien que ta confiance en toi, enfin, t'as oublié que c'était difficile ce début. Je veux finir là-dessus. Pour pouvoir faire cette passion à plein temps, t'as choisi d'être pion dans un lycée. Dans des collèges et lycées, pendant 8 ans. Pendant 8 ans, du coup. Donc déjà, taf, moi je trouve trop bien, mais un vrai choix de vie, quoi. Mais en fait, c'est un choix qui n'en est pas un. Tu sais, tu as vu mon court-métrage Choisi d'être acteur, qui est l'un des trucs sur lequel j'ai bossé longtemps et qui m'a permis de grave développer mon réseau après. Tu vois, et j'étais fan de cette réussite où j'explique pour moi que c'est pas du tout un choix. Et je pense que il y a très peu d'artistes pour qui c'est un choix conscient. C'est assumer ce choix, ok, mais faire le choix de poursuivre un truc artistique, la plupart des gens, pour eux, c'est une nécessité. Il n'y a pas le choix, sincèrement. Non, mais c'est ça. Très sincèrement. Non, mais ça, j'en suis sûr. Moi, je trouve que c'est pas un choix et que c'est une nécessité. La raison pour laquelle toi, tu es en conflit avec toi-même depuis des années, c'est pour ça. C'est parce que tu peux pas choisir de se dire, en fait, l'artistique, je le mets ici. Ça marche jamais. Ou alors, c'est non pas des crises de la trentaine, mais de la cinquantaine. Et là, je peux te dire que tes 3 enfants, quand tu vas divorcer à 50 ans, bon, ils seront pas, tu vois, ils diront pas merci papa, quoi. Non, mais ça, c'est très vrai. J'ai très mal posé ma question, mais juste, ça me fascine. Je trouve que pion... comme taf, t'es au contact des jeunes qui sont ultra cruels, qui sont à la fois très drôles. C'est un choix de taf ou enfin voilà, je sais pas, tu gagnes combien quand t'es pion de lycée? Tu gagnes je sais plus 11 € de l'heure, enfin tu gagnes le SMIC quoi en gros. Donc en fait, ça te permettait de bouffer, de payer un loyer? Moi je le faisais à mi-temps et comme je t'ai dit, j'avais mes parents qui m'aidaient pour le loyer. Donc ça, je gagnais, ils me donnaient pas d'argent en plus. Ça te faisait bouffer quoi. Voilà, ils me donnaient pas d'argent en plus à part pour le psy. Mais non, sinon j'avais ce boulot. Et ce boulot, effectivement, c'était à la fois un hasard et un choix parce que il te laisse du temps dans la semaine. Je le faisais à mi-temps. Et il était compatible avec mes horaires de théâtre qui étaient à la fois le jour et le soir de 19 à 23. Et il donne les vacances scolaires payées. Et ça, c'est incroyable parce que l'été... t'es payé en juillet, en août, et t'es soit à Avignon, soit t'as la chance d'être au bord de la mer, soit voilà, et t'es payé. Donc t'en as chié pendant l'année, mais tu sais pourquoi, parce que t'as 2 mois de vacances payées à la fin de l'année. T'as aussi les 2 semaines de vacances de la Toussaint, de Noël, des vacances d'avril. Ultra stylé, ça je savais pas. Ça c'est incroyable. Soyez pion. Et ça pour les artistes c'est ouf. Mais en vrai on pourra en reparler du taf des tafs alimentaires, parce que moi comme tous les copains et les potes, c'est une bonne maîtrise du sujet. Les serveurs, les machins et tout, c'est hyper intéressant d'en parler aussi. Et si je peux faire 2 secondes d'autopromo pour ceux que ça intéresse, l'éducation nationale et tout, j'ai mis un texte sur Instagram que je fais à une scène ouverte avec un pianiste qui est super fort, qui improvise sur ce que je raconte, que j'ai fait hier soir, dans lequel je raconte le bilan des 8 ans d'éducation nationale où j'ai essayé d'être artiste en même temps
et comment j'ai vécu le moment où ça s'est arrêté il y a 1 mois. J'ai dû démissionner du jour au lendemain. Donc bref, je parle de l'éducation nationale, et pour ceux que ça intéresse de voir le point de vue des surveillants qui sont complètement sous-représentés, voilà, ça peut être intéressant. J'ai adoré ce boulot animateur. Ouais. Voilà. Ouais, c'est ce que je voulais savoir. En fait, J'ai moi, adoré. je trouve que c'est le Après, genre de taf il y a eu plein de trucs que moi, j'ai difficiles trop envie de faire. Ouais, mais trop bien, gars. C'est génial. Mais bon, Et en oui, fait, quand tu vois ta facture à la fin du mois, tu dois te dire, parfois c'est dur, quoi, j'imagine. ouais. Tu veux faire la facture, Ouais. oui. Mais à côté du côté marrant du taf qui est hyper important, surtout quand tu commences, en fait, ce que tu te dis, ouais, je suis de l'autre côté, donne-moi ton carnet et tout, tu vois. Enfin, c'est incroyable. Bon, les gars, je vous fais un billet de retard, hein, il est 8h07, enfin, tu vois, voilà, c'est marrant. Mais en fait, sincèrement, il y a un côté, que tu le veuilles ou pas, il y a un côté humain que tu vas subir ou embrasser. Mais il y a un côté humain qui te qui est hyper bute. fort. Et quand tu fais ça pendant plusieurs années, moi j'ai mal vécu la fin entre guillemets de devoir arrêter ça. Mais ce sera enrichissant, ce sera nourrissant humainement et artistiquement pour toute ma vie, c'est sûr. J'oublierai jamais les 8 ans d'éducation nationale. Tu vois, c'est là que je voulais en venir. Je pense que c'est quand même une expérience qu'on aimerait bien tous connaître, être au contact des jeunes. En fait, ça te rappelle déjà toi, ton enfance. Et puis il y a moins de filtres, ça doit être trop bien. Et même si on s'en doute quand on est à l'extérieur de l'éducation nationale, tu t'en rends jamais aussi compte que quand tu es à l'intérieur d'à quel point c'est un miroir de la société incroyablement révélateur et qui montre tout le bon comme le mauvais. Et tu te le prends tous les jours dans la gueule. Tous les jours, ça te brise le cœur, et tous les jours, c'est incroyablement enrichissant pour ce qui est de positif. Mais ça, c'est humainement, artistiquement et tout. Même au collège, incroyable. lycée. N'importe où, dans une maternelle aussi. J'ai bossé un peu avec des maternelles. Maternelle, collège, lycée, prépa, moi. J'ai fait maternelle, primaire, collège, lycée, prépa. J'ai tout fait. Okay. Finissons là-dessus. J'ai envie que tu déjà nous parle de projets actuels, fais un peu de l'autopromo vraiment là. Donc dans les trucs qui sont dans les tuyaux en ce moment, il y a ce nouveau podcast sur lequel je travaille qui s'appelle Les Fabuleux Destins, où je suis auteur, et c'est disponible sur toutes les plateformes de streaming. C'est développé par une boîte qui s'appelle Bababam, qui est trop cool, et c'est disons des fictions historiques. On raconte des personnages historiques ou des événements historiques dans des épisodes relativement courts, et on a, nous, en tant qu'auteur, la licence de rajouter des scènes de fiction immersive. Ça veut dire que, par exemple, moi là, je viens de faire 4 fois 15 minutes, 60 minutes sur l'affaire Kennedy. J'ai pas du tout le droit de sortir de ce qui s'est réellement passé en termes de date, en termes d'événements et tout. Ça sert à rien. Enfin, on n'a pas du tout le droit d'inventer. Donc tout est vrai historiquement. Mais quand, par exemple, je décris la panique de la foule et des enfants qui assistaient, qui ont vu l'assassinat en direct, j'ai le droit d'imaginer les cris, les drapeaux américains qui sont au sol et qui se font écraser par la foule, etc. Tu vois ce que je veux dire ? Et du coup, on a le droit de mettre beaucoup de créativité aussi dans ce truc-là. On n'est pas obligé de coller à un truc ultra réaliste. Donc j'adore ça, et c'est hyper intéressant. Tous les mois, je travaille sur un sujet historique nouveau, et il y a un autre truc. Et donc ça, je suis trop content d'en parler. Donc voilà, pendant 2 ans et demi, on a développé des fictions audio immersives avec 2 potes. Et ça sort sur Binge Audio à partir de mi-janvier. C'est une boîte avec laquelle on rêvait de bosser, et on y a toujours cru, mais on savait que ce serait très difficile. Et là, on a eu la chance, sur un des épisodes, de pouvoir inviter Kian Kojandi. On a écrit un épisode spécialement pour lui. On lui a envoyé, il était fan, il est venu au studio. On a enregistré avec lui, c'était de la bombe, c'était surréaliste au possible. On est plus que content du résultat, et on sait que alors qu'on fait un taf vraiment très exigeant et tout, sa présence va quand même apporter beaucoup de crédit par rapport aux professionnels qui ne nous connaissent pas. Et je pense que ça joue dans la balance qu'on ait eu la chance et qu'on ait réussi à avoir ce gars qu'on adore et qui a aussi un nom qui va rapporter, qui va amener du public, je veux dire. Et voilà, et je rappelle, parce que j'ai utilisé le mot rapporter et que j'ai pas envie, que je suis complexé par ce genre de truc financier, qu'on ne touche pas d'argent avec ce podcast. Donc voilà. T'as un petit complexe sur le financier, Yes. Yes. Tu m'auras eu là-dessus. Le missile de la fin. Visiblement, c'est le truc le plus important pour toi. Non, putain, mais ça me rend fou qu'on dise ça. Mais oui, non, c'est vrai que c'est un problème. Non, mais c'est pas un problème aussi. Enfin, tu vois, moi, j'ai pas 3 enfants, j'ai pas. Ouais, non, voilà, c'est ça. C'est une obligation, mais j'en fais une fixette, je pense. Bon, merci beaucoup d'avoir accepté déjà de passer du temps avec moi. Non, c'était trop chouette. Je pense que c'est hyper important de parler avec et pour les jeunes créateurs qui on a tous besoin d'entendre parler des gens qui font ce que nous on fait et qui partagent en fait exactement les mêmes difficultés, les mêmes joies, les mêmes peines
Et en fait, tout est bon à prendre, tout est inspirant quand on écoute, je trouve, des jeunes créateurs. Moi, je passe mon temps à écouter ce genre de contenu et c'est hyper inspirant. Et ça te guérit un peu de ta condition qui est pas toujours facile à vivre quand tu essayes de faire des projets et que c'est très dur, quoi. Voilà. Bah écoute, trop bien, merci. Moi, c'était hyper enrichissant. Et vraiment. putain de démarche, donc bravo, bonne chance pour Ouais. toute cette comédie musicale et tout. On en reparle Ouais. quand tu veux. Je Ouais. te rappelle qu'on connaît plein de gens qui font ça. Je dis pas de nom tout de suite, mais Ouais, voilà. mais je l'ai contacté. Ouais. J'ai contacté ces gens et ça va Ouais. venir. Ok. Je vais, ouais. Trop bien. Donc voilà, on fera ça si Trop t'es bien, si avec t'es un immense chaud. plaisir. Essayer de montrer un peu, voir comment ça marche, un réalisateur, un scénariste, un podcasteur. Enfin, moi j'ai envie d'aller voir un mec qui écrit des chansons. Et donc du coup, on montrera quelqu'un qui essaye et non pas nécessairement quelqu'un qui réussit. Voilà. Mais ce sera hyper intéressant de montrer qu'on ose faire les erreurs et tout ça, quoi. Tant qu'on prend du plaisir et qu'on rigole surtout. Voilà, grave. Moi je veux ça. Ouais, évidemment, on va essayer de se marrer. Bien sûr. Bon, merci Clément. À plus Merci tard. à toi, gros bisous.